Aujourd'hui, on va parler peu, on va parler bien, on va parler de Mina Loy. Et d'un texte, son manifeste féministe, qui est dans ce livre. Je dois être honnête, je ne connais pas Mina Loy, ou je ne la connaissais pas, parce que je suis quelqu'un d'inculte, et je suis tombée sur son nom, et j'ai appris l'existence de ce manifeste en écoutant une petite présentation de l'ouvrage sur France Culture. Ça s'appelait « Connaissez-vous Mina Loy ?» Je mettrai un lien quelque part. Je mettrai un lien, il y a des liens. Alors j'ai commandé le livre assez vite, rapidement, je crois que c'était à Momox. Et donc j'ai eu ça, Loy, j'espère qu'on prononce bien comme ça, mais il me semble, manifeste féministe et écrit moderniste, traduction et préface d'Olivier Appert avec un seul P, clac. On est chez nous. Normalement ça coûte 10 €, c'est tout petit, ça je le voyais pas parce que j'avais pas d'échelle. C'est très léger, c'est vite lu, et en même temps je sais que je vais le relire. Ça m'a beaucoup plu. Alors, Loy, donc elle était poétesse, elle est née en 82, là je suis sur la présentation de la 4e, elle est morte en 1882, elle est morte en 1966, elle a été muse des futuristes, elle a fréquenté Duchamp, Freud visiblement, elle a été très amoureuse. Je pense que ça peut être important dans certaines vies. Elle a énormément voyagé, elle a été extrêmement à part. Alors le livre, je prends la table des matières, le livre est constitué de plusieurs petits textes qui sont tous des manifestes. Manifeste féministe donc, aphorisme sur le futurisme, la psychodémocratie internationale que j'ai trouvé très intéressant, aphorisme sur le modernisme, construction autofaciale, ça c'est fantastique comme texte. Note sur l'existence, l'artiste et le public, c'est très court, ça ne fait pas 100 pages, et des petites pages. Et c'est vraiment à méditer. On va rester, parce que ça fait partie un peu de mes spécialités, sur le manifeste féministe. Alors il y a une préface d'Olivier Appert qui présente un peu Mina Loy. Manifeste féministe, il me semble qu'on est dans un texte de 14, mais qui n'a pas été publié en 14. Donc c'est quelqu'un qui a été célèbre, qui est probablement encore pour les gens plus cultivés que je ne le suis. Est-ce que c'est marqué la date de ce texte? Ça doit être marqué quelque part, mais enfin, la trouverai-je? Avec comme ça une écriture, donc tous les textes sont écrits entre 14 et 19, le manifeste féministe a été envoyé à Mabel Dodge en 14, voici le commencement brut d'une resubstantiation absolue de la question féministe. Alors en 14, il faut se rappeler, c'est l'époque du suffragisme, à l'aube aux prémices de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas quand ce texte a été publié pour la première fois. En fait, c'est vraiment intéressant parce que ce texte, il faut le voir dans une longue lignée de textes de manifestes. Parti communiste, surréalisme, le SCOM, Manifesto de Solanas. Alors ça, j'en ferai une vidéo entière et peut-être plusieurs, parce que c'est un texte que je trouve essentiel, extrêmement important. Qigong Théorie plus récemment, le dernier Chloé de l'Homme aussi, à mes chères sœurs me semble-t-il, que j'ai bien aimé, je vous en parlerai probablement, dites-moi si ça vous intéresse. Mais il y a, et donc de manifestes poétiques, politiques, esthétiques, on va dire même existentialistes, au-delà de Sartre. Et en fait, je trouve que l'intérêt du manifeste, c'est ce qui cherche à rendre visible, et à rendre visible pour le faire advenir. Manifeste en opposition à ce qui est latent. Donc c'est vraiment une proclamation qui se veut performative, un manifeste. Et ça fait un rapport textuel hyper étrange. Alors ce manifeste féministe, le voici. Le mouvement féministe tel qu'il est constitué à présent est imparfait. Femmes, si vous souhaitez vous accomplir, vous êtes à la veille d'un soulèvement psychologique dévastateur, toutes vos illusions domestiques doivent être démasquées. Les mensonges des siècles sont à congédier. Êtes-vous préparés à cet arrachement? Il n'y a pas de demi-mesure, nul coup de griffe à la surface du monceau d'ordures de la tradition ne conduira à la réforme. La seule méthode est une démolition absolue. Et ça, c'est marqué par une typographie. Hop, est-ce que ça focus? Tchac.
Alors c'est le seul manifeste qu'il y a, ces jeux de typographie, je trouve ça extrêmement intéressant. Avec des jeux de police, de soulignement, même de gras, imparfait, femme, arrachement, réforme, démolition absolue. Cessez de placer votre confiance dans la législation économique, les croisades contre le vice, ça c'est les campagnes pour la prohibition des féministes, hein, aux États-Unis notamment, et l'éducation égalitaire. Et là on est dans le début de tout ce mouvement pédagogique, puisqu'on veut une nouvelle société, il nous faut un nouvel homme. Et ça, c'est les pédagogies Freinet, Montessori, ce genre de choses, hein, qui s'amorcent dans ces années-là, si je ne me trompe pas. C'est aussi tout le mouvement anarchiste qui se renouvelle également avant d'être complètement dévasté par la guerre. Vous glosez à côté de la réalité. Il se manifeste latent. Des carrières libérales et commerciales s'ouvrent à vous. Le capitalisme, l'accès au métier. Madeleine Pelletier, première femme interne des hôpitaux, la première avocate peu de temps avant. Donc cette ouverture, la première femme chauffeuse de bus, ce sont ces années où on voit, alors ça reviendra, etc., mais ces choses qui commencent à bouger. Est-ce là tout ce que vous voulez en grand? On continue. Et si vous désirez honnêtement atteindre votre niveau sans préjudice, soyez courageuse et reniez d'emblée ce pathétique boniment cri de guerre, la femme est l'égale de l'homme, car elle ne l'est pas. L'homme qui vit une vie où ses activités se conforment à un code social le protégeant de l'élément féminin n'est pas masculin. Les femmes qui s'adaptent à l'évaluation théorique de leur sexe en tant qu'impersonnalité relative, parce que la femme est deuxième sexe, sexe relatif par rapport à l'homme, ne sont pas davantage féminines. Il faut réinventer la femme. Renoncez à chercher dans l'homme comment découvrir ce que vous n'êtes pas. Cherchez au-dedans de vous-même pour découvrir ce que vous êtes dans les conditions actuelles. Vous avez le choix, dans les conditions actuelles, vous avez le choix entre parasitisme, mariage, et prostitution ou négation. Probablement l'entrée dans les ordres, qu'ils soient cléricaux, hein, comme les sœurs, ou laïques, les institutrices, hein, qui n'avaient pas le droit de se marier. Les hommes et les femmes sont ennemis de cette inimitié de l'exploiter pour le parasite, du parasite pour l'exploiter. Et là, on n'est pas chez Rosa Luxembourg ni Engels, hein, avec cette idée que la femme est le prolétaire de l'homme. Pour le moment, ils sont à la merci de l'avantage que chacun tire de la dépendance sexuelle de l'autre. Elle était très intéressée par la psychologie, son texte sur la psychodémocratie me paraît hyper important. Le seul point où les intérêts des sexes se fondent est l'étreinte sexuelle. Et là, c'est avant Dworkin. La première illusion à abattre dans votre intérêt est la division des femmes en deux classes, la maîtresse et la mère. Et là, on retrouve tout ce que fait Dworkin dans Les femmes de droite, entre la ferme et le bordel. Toute femme bien équilibrée et éduquée, on retrouve anachroniquement, et éduquée sait que ce n'est pas vrai. La nature a doté la femme complète de la faculté de s'exprimer elle-même dans toutes ses fonctions. Il n'y a pas de restriction. La femme insuffisamment évoluée, inconsciente de son sexe, justifiera d'une influence restrictive sur l'expansion du tempérament de la génération suivante. Parce que les femmes éduquent. La femme qui est une médiocre maîtresse sera une mère incompétente, de mentalité inférieure, on dirait presque du Schopenhauer, mais sans la nature, et jouira d'une appréhension inadéquate de la vie. Pour obtenir des résultats, vous devez faire des sacrifices. Et le premier et le plus grand des sacrifices est celui de votre vertu. Corps et social. La valeur fictive de la femme quand elle est identifiée à sa pureté physique est une acception trop facile, l'empêchant par léthargie d'acquérir des mérites intrinsèques par lesquels elle pourrait obtenir une valeur concrète. Donc il faut que la femme se dégage de cette relativité qu'elle a définie pour se fonder en un absolu et en une autonomie. C'est pourquoi la première loi à faire valoir par le sexe féminin, en tant que protection contre l'épouvantail de la vertu, lequel demeure le principal instrument de sa suggestion, sera la destruction chirurgicale inconditionnelle de la virginité de la population féminine à la puberté. Là, c'est presque le SCOM, sauf que ce sont les femmes que l'on va transformer, et ça annonce chez Minaloy cette idée d'une autoconstruction faciale. Et là, ici, d'une destruction de l'hymen. En fait, l'hymen, c'est quelque chose que les femmes ont plus ou moins. Un hymen, ça va pas boucher, hein, le vagin. C'est une membrane qui va être plus ou moins présente, qui va évoluer au cours du temps, qui est souple, et qu'il ne s'agit pas en fait de rompre. Hein. Cette idée-là, ça veut dire qu'il s'agirait de blesser les femmes. C'est quoi cette idée que l'amour doit commencer par une blessure ou une mutilation. Et c'est anatomiquement faux, en fait. Donc les hymens vont plus ou moins obstruer, ça me plaît pas trop, mais
être présent dans le vagin. Mais là, je pense que les questions anatomiques n'entrent pas encore en compte. C'est pas tellement... ce qui fait aussi que l'hymen ne peut en aucun cas, en fait, être un garant de virginité. Vous pouvez avoir eu des rapports sexuels, émis des tampons et garder votre hymen, selon celui que vous aviez au départ, si vous en aviez un, ou ne jamais en avoir eu, ou l'avoir perdu très tôt, parce que tous les hymens sont différents. La valeur de l'homme, je reprends, est entièrement estimée à l'aune de son emploi ou de son intérêt dans la communauté. La valeur, inscription dans l'humanité. La valeur de la femme dépend entièrement de la chance, sa réussite ou son échec à manipuler un homme pour qu'il devienne responsable d'elle toute la vie. Ce qu'elle appelle le parasitisme. C'est marrant de voir comment on se retrouve vraiment à la jonction entre Schopenhauer, qui a déjà écrit, et Solanas, qui arrivera après. Enfin, le SCOM arrivera après la mort de Minaloy, donc en 67, sa mort à Minaloy en 66. Les avantages du mariage sont trop ridiculement larges, comparés à tous les autres commerces, pour que dans les conditions modernes, une femme puisse absurdement accepter le soutien luxueux d'un homme, sans aucune contrepartie, progéniture y compris, sinon comme remerciement pour l'offrande de sa virginité. La femme qui n'a pas réussi en combattant ce marché avantageux est privée de toute réaction subreptice aux stimuli de la vie et entièrement interdite de maternité. C'est-à-dire que la maternité doit être détachée de la matrimonialité. Chaque femme a droit à la maternité. Chaque femme d'intelligence supérieure devrait assumer sa responsabilité à l'égard de la race, là on est dans les années 10, en produisant des enfants dans l'exacte proportion des membres inaptes ou dégénérés de son sexe. Là on a des idées quand même quasi eugénistes, alors pas avec cette sélection, mais c'est très étrange. Mais là on retrouve, je suppose, l'appartenance au milieu futuriste italien, à la proximité d'avec Marinetti de Minaloy, qui a été visiblement une muse pour ce mouvement. Chaque enfant d'une femme supérieure devrait être le résultat d'une période définie du développement psychique de la femme et non pas d'une continuité fastidieuse et dépassée de l'alliance, spontanément adaptée à la création vitale dès le commencement, mais pas nécessairement équilibrée harmonieusement dès que les parties de l'alliance suivent la ligne individuelle de leurs évolutions personnelles. Pour l'harmonie de la race, chaque individualité devrait être l'expression d'une ample et évidente interpénétration des tempéraments masculins et féminins, libres de toute contrainte. Il n'y a pas de ponctuation, en dehors des tirets. La femme doit devenir plus responsable que l'homme à l'égard de l'enfant. Les femmes doivent détruire en elles le désir d'être aimées. Ça m'intéresse énormément. Voilà, ce rapport à couper ce besoin d'un narcissisme et donc d'une relativité de se construire par rapport à. Le sentiment qu'il s'agit d'une insulte personnelle quand un homme détourne d'elle son attention vers une autre femme. Le désir de la protection confortable, à la place d'une curiosité intelligente et du courage de rencontrer et de résister à la pression du sexe ou du soi-disant amour, doit être ramené à son élément initial. Honneur, chagrin, sentimentalité, orgueil et conséquemment jalousie doivent en être détachés. Pour son bonheur, la femme doit conserver la fragilité trompeuse de l'apparence, combinée à une volonté indomptable, un courage irréductible et une santé abondante née de nerfs solides, mais qui se fondent sur une psychologie autonome. Et on n'oublie pas qu'on sort du XIXe siècle et décorsé. Une autre grande illusion à détruire face à laquelle la femme doit user de toute sa clairvoyance introspective et de son courage impartial, par égard pour sa propre dignité, est l'impureté du sexe, la compréhension au mépris de la superstition qu'il n'y a rien d'impur dans le sexe, à l'exception de l'attitude mentale le concernant. Détachement constituera une vaste et inappréciable régénération sociale, ça ce sont des relents du 19e, et donc de ce mouvement-là des années 10 qu'on va retrouver dans les années 30, tel qu'il est impossible pour notre génération d'imaginer. Et là, en fait, il y a vraiment tout ce qui fonde un manifeste, alors avec aussi ce que l'écart temporel et l'écart idéologique peut amener de gênant à la lecture. Vous avez vu mes grimaces, vous savez que j'aime bien grimacer, mais on est dans un parfait manifeste. En fait, c'est vraiment aux lettres du voyant de Rimbaud, des lettres à Dumézil que l'on a, que j'ai, assumons ce jeu, c'est un octorial, que j'ai envie de comparer ce manifeste. Rester dans une lettre non publiée, inédit, mise en forme, un manifeste qui reste intime pendant des années, qui se manifeste par ces jeux de typographie, parce qu'il faut rendre visible déjà par la mise en page ce qu'il faut faire advenir comme réalité,
avec cette proposition d'un regard de « vous ratez la réalité, regardez, je vais vous la montrer », ça c'est toujours intéressant, ça c'est vraiment intéressant. Et qui va se mettre en place là par un ton donc particulièrement déclamatoire, des phrases coupées, pas de lien logique, très peu de lien logique, beaucoup plus, alors ça c'est très caractéristique des manifestes, et là on peut même remonter à l'Ancien Testament, entre autres textes, style coupé, donc phrases hachées, juxtaposées, pas de lien logique, pas de lien temporel, on le voit par l'omniprésence des tirés, les et qui sont des esperluettes dans le texte de Minaloy, et, on ajoute, etc., pour faire, en fait, de l'hypotypose politique, faire advenir cette société politique, et donc typographique pour une part, même si la fin du texte ne fait que de simples soulignements, il n'y a plus ces jeux-là. C'est un texte très court, on va de la page 15 à la page 22 sur un petit format. Et ça fait partie aussi du côté coup de poing du manifeste. Alors ça va avec des formules très générales. Chaque femme, présente vérité générale, a le droit à la maternité, donc presque des abstractions. Alors chaque femme, on n'a pas tellement la femme dans ce texte, mais si la femme doit devenir plus responsable que l'homme, avec ces articles définis qui permettent de fonder sur des substances, de substantialiser les personnes en concept. Et ça, c'est très gênant. Aujourd'hui, c'est une chose qui ne se passe pas dans le féminisme, ou très peu. C'est plutôt une marque de misogynie que de dire la femme, parce que l'éternel féminin, dans laquelle on va enfermer, etc. Mais là, cette idée, c'est de ce qui se passe avec Minaloy, avec d'autres textes comme ça t'appelle justement dans les lettres du voyant de Rimbaud à la femme comme avenir, comme promesse d'une nouvelle réalité qu'elle ne peut encore exprimer. Donc vous voyez, comme ça fait des jalons. Rimbaud, Loy, Solanas, et on verra Solanas et on verra peut-être Rimbaud. Dites-moi si ça vous intéresse. Qui passe par, en fait, la différentialisation du 19e et du début du 20e. Il faut se rappeler que cette différentialisation, elle est mentale, idéologique et juridique. Les femmes n'ont pas le même statut, elles sont complètement différenciées dans toutes les dimensions de leur vie et de la société. Et là, en fait, c'est par la psychologie et un appel à ce détachement, donc social, psychologique, que les femmes pourraient retourner à elles-mêmes. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant de trouver un texte comme ça écrit en 14, quoi. Écrit en 14, c'est vraiment... et par une femme. Alors, je suis quand même hyper étonnée de n'en avoir jamais entendu parler, de ne pas connaître l'histoire de ce texte. Quand a-t-il été publié pour la première fois? Je ne sais pas. Peut-être que c'est écrit dans la préface, mais je suis fatiguée ces derniers temps. Quelle en a été la postérité? Qui a lu ce texte? Et qu'en a-t-on fait? Parce que là, on a un manifeste poétique, politique et existentiel. Est-ce que Dworkin a lu Minaloy? Entre autres. Est-ce que ces destructions des rôles, donc il faut bien outrer pour les rendre visibles et les rendre insupportables, et donc ouvrir un nouveau champ d'espoir, qui évidemment, comme dans toute utopie, ne peut être profondément défini ou avec force détail, puisque c'est une réalité qui reste à inventer. Ça, ce genre de texte, un manifeste, c'est un coup d'épaule dans une porte ou un coup de poing dans la gueule, mais on ne sait pas ce qu'il en advient. En tout cas, et je suis très marquée par aussi ce refus du réformisme initial sur les professions, donc, et puis ne vous calquez pas sur les hommes, que l'on retrouve alors par anarchisme chez la reporteresse Séverine, qui était une des très grandes proches de Jules Vallès, malgré leur écart d'âge, qui l'a accompagné dans ces dernières années, notamment, donc qui refusait le suffrage des femmes par anarchisme, par refus du suffrage en soi. Mais ce sont des choses que l'on trouvait aussi. Alors, ça a été très compliqué, l'histoire du suffrage, notamment en France, mais le suffrage a pas mal été refusé parce que les femmes, nous ne voulons pas être des hommes ou des garçons manqués, finalement.
nous préférons être des femmes réussies et soyons dans un accomplissement de notre féminité. Mais ça a aussi pu amener la parfaite femme domestique, que l'on voit parfaitement quand on regarde un peu la presse féminine, je ne suis pas féministe, hein, féminine, de la deuxième moitié du 19e, ou celle des années 1950-1960, et vas-y Moulinex, et comment faire la lessive, et avoir les patrons de couture, et ce genre de choses. Donc avec un différentialisme absolu, la volonté d'une complémentarité. Cette complémentarité, elle est refusée par l'œil en dehors du rapport hétérosexuel. Elle ne mentionne pas de rapport autre qu'hétérosexuel. Ce qu'on trouvera dans d'autres textes, mais pas ici. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et ça passe donc par ce style incisif, dit la préface. Moi, j'ai envie de dire plutôt violent, moqueur, aussi fait quand même d'un peu d'humour, même si ça c'est un trait qui sera bien plus marqué chez Solanas, de repérage comme ça de grandes choses sociales, alors qui étaient quand même dans l'air du temps des avant-gardes, hein, que fréquentait Mina Loy dans plusieurs pays d'Europe, des États-Unis et d'Amérique du Sud, notamment du Mexique, mais j'ai fait de très rapides recherches sur Mina Loy. Voilà, et avec ce refus de la matrimonialité, une revendication d'amour libre, de partenariat, d'amour aussi absolu, quelque chose qui court hein, de Rimbaud au surréalisme, mais qui là est dit au féminin, et ce n'est pas si courant, et qui se cherche, voilà, qui cherche à partir de soi pour inventer une réalité différente. Et je suis très très étonnée de le voir dit avec le mot de féministe. Le manifeste féministe, le mouvement féministe tel qu'il est constitué à présent est imparfait. Cette phrase est extraordinaire. À présent est imparfait. On a à la fois l'inachèvement imparfait, hein, qui n'est pas fini, et puis le renvoi au passé par le temps. Je n'arrive pas à me rendre compte si c'était aussi marquant en VO, peut-être que Guillaume Singal me le dira. Mais, bonjour Guillaume. Mais c'est... ça, c'est aussi quelque chose d'assez étonnant. Cette observation distanciée, mais qui va aussi plus loin. Mais il faut se rappeler que Solanas écrit avant 68 et avant le mouvement, notamment Wolf américain. Et avant le MLF, enfin avant ce grand mouvement des femmes qui arrive de la toute fin des années 60 et qui se poursuit dans les années 70. Comme Virginie Despentes n'appartient pas au mouvement féministe en tant que groupe aujourd'hui. Mais quelconque théorie ne me paraît pas du tout aussi incisive qu'un texte comme celui de Mina Loy ou celui de Solanas. C'est intéressant aussi. Pas mal de perspectives sur ce texte. Je vous l'ai lu intégralement. Il n'est pas toujours facile à comprendre puisque ces phrases sont particulièrement coupées. Je le trouve absolument passionnant. Pour toutes ces raisons, donc historiques, philosophiques, littéraires. Et je crois que je vais aller creuser ça. Je vous parlerai peut-être de ce texte sur... j'essaie de retrouver le titre là tout de suite. Hop, c'est... Tac. J'aime beaucoup. Construction autofaciale. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette aussi. Vous me direz ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Petite vidéo cette fois, mais pour un petit grand livre. Je vous dis à bientôt.